Nous sommes toujours au Salon du Livre de Montbron, la première édition. Et j'ai avec moi Thomas Reverdy. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue derrière le micro et les caméras de la 16. On va aller droit au but. C'est quoi Climax? Climax, c'est le titre du roman, évidemment. Et en fait, c'est deux choses dans le roman. C'est à la fois, disons, un terme d'écriture. Dans la façon de raconter les histoires, le climax est censé être le point culminant de l'histoire. Donc c'est comme le roman se présente un petit peu comme un roman catastrophe et qu'on attend dès le début qu'il se passe quelque chose de très grave et du coup ce truc monte. Donc on va vers le climax. Voilà. Mais le climax c'est aussi quelque chose qui a un sens en écologie et qui désigne comment dire, le retour à l'équilibre d'un milieu à la suite d'une série de régressions écologiques. Et ce retour à l'équilibre, dans la nature, il se fait naturellement. Mais évidemment, quand c'est l'homme qui perturbe le milieu, ben, c'est plus difficile pour le milieu de revenir à l'équilibre. Voilà. Donc, comme le roman parle beaucoup d'écologie, bien sûr, c'était amusant de combiner un peu ces deux sens dans le titre. Donc oui, l'histoire se passe en Norvège. Pourquoi avoir choisi ce pays? Écoute, au début, c'était vraiment une espèce d'imagination du Grand Nord, quoi, le truc, la banquise, etc. Ça m'attirait, j'avais envie de me documenter là-dessus, de creuser, d'envoyer des personnages là-bas pour voir ce qui s'y passe. C'est un peu comme ça que je procède, hein. J'ai souvent une espèce de désir de roman ou de première scène. Là, c'était un peu, si tu veux, euh, la scène finale de Frankenstein, quoi, quand il emmène la créature sur la banquise et qui court sur cette espèce de mer gelée, qui est comme une espèce de dernière nature inviolée, mais qu'en même temps, il n'y a rien, c'est de la glace. Voilà, donc j'imaginais ce truc paradoxal un peu du Grand Nord. Et en fait, c'est en travaillant dessus que je me suis rendu compte de tous les enjeux du pétrole, de la banquise qui fond, des espèces menacées, et que j'ai petit à petit combiné en fait ce roman autour de la crise climatique qui paradoxalement, le réchauffement, c'est là où il fait le plus froid qui se voit le plus, quoi, parce que comme c'est de la glace, dès qu'il fait un peu 2 degrés de plus, ça fond, quoi. Ouais. Votre rapport justement à ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète, Écoute, je le crois que dérèglement climatique. je crois que j'ai passé un peu, mais notamment en écrivant ce bouquin, hein, je crois que j'ai passé un peu tu vois, le stade de l'angoisse ou du désespoir ou tout ça, pour aller plus vers la révolte, quoi, en quelque sorte, hein. Parce que un truc qui se passe dans le Grand Nord avec le passage du Nord-Est le long de la Sibérie et la fonte des glaces et tout, et la prospection pétrolière, c'est que on se rend compte que il y a des vrais méchants en fait. Tu Oui, vois, c'est-à-dire les compagnies pétrolières notamment, non seulement elles ont une action sur la planète qui conduit à la fonte des glaces, mais en fait, ça les arrange. oui, pour faire passer Eh oui, les... parce que le dégagement de la banquise de plus en plus longtemps dans l'année, tout le long de la Sibérie, c'est une route qui est 2 fois plus rapide que Suez et 3 fois moins chère, quoi. Donc c'est le Graal, hein. On estime qu'il y a 30% de nos réserves de gaz et de pétrole qui sont là-haut, emprisonnées sous le plancher océanique, sous l'océan glacial arctique. Et ça veut dire que non seulement pour ces compagnies-là, c'est pas un drame que ça fonde, mais c'est même une aubaine, c'est une perspective. Donc à la limite Total a intérêt au Oui, dérèglement climatique et a intérêt à l'accélérer et à en profiter le plus possible. Donc ça y est, on a le nom des vrais méchants, quoi. donc c'est pas une légende ce qui se passe. Ah non, non, on a remplacé, si tu veux, les climato-sceptiques des années 80 par des climato-cyniques. Voilà, des gens qui profitent du crime, Ou quoi. des éco-terroristes. Alors, les éco-terroristes, c'est ceux qui essayent de les en empêcher, hein, mais Voilà. voilà, ouais, ouais. Alors justement, on va dévier un petit peu, c'était pas prévu trop comme question, avec les soulèvements de la Terre, ce mouvement. Ouais. Quel regard vous en avez justement des combats qu'ils font, par exemple jeter de la confiture sur un tableau, sur une vitre d'un tableau?
Ouais, sur une vide d'un tableau. Bon, s'allonger au bord de la route. On est à une époque de communication, hein, donc je pense qu'il faut des images qui permettent en fait d'attirer le regard des gens vers ces sujets-là. Donc voilà, c'est des groupes, c'est une pratique courante maintenant dans les activismes, que ce soit le féminisme, l'activisme LGBT, et aussi effectivement les mouvements écologistes. D'essayer d'attirer l'attention des médias, d'attirer l'attention des gens à travers les réseaux sociaux sur des images fortes comme ça qui sont un peu choquantes et qui permettent de soulever des questions. Après, moi, je suis un écrivain, je suis un homme de culture, je serais désespéré s'il foutait de la confiture sur un vrai tableau, quoi. Mais tant que c'est sur une vitre et que ça se nettoie, franchement, enfin voilà. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Oui. Ouais. Alors justement, normalement c'est la dernière question, mais comme c'est en rapport, quel rapport doit avoir un auteur ou une autrice dans l'espace public et politique à l'heure actuelle? Est-ce qu'il doit être engagé ou est-ce qu'il doit rester à sa place d'auteur ou est-ce qu'écrire c'est de la politique? C'est une question. Ouais, alors je pense que c'est toujours un peu politique, hein, parce que c'est un usage du langage, et on se rend bien compte à l'inverse, hein, que les hommes politiques ne se privent pas d'utiliser le langage et de le forcer un peu parfois. Parler d'éco-terrorisme là, Voilà, à propos des gens qui essayaient qui couraient dans un champ au milieu des gaz lacrymogènes, là, c'est un peu abusé. C'est un peu gonflé. Donc les écrivains sont vigilants à ça, et rien que ça, en fait, rien que cet usage de la langue, il est déjà politique. Après, c'est compliqué, tu vois, on parlait d'activisme, de gens qui sont militants, etc. C'est compliqué de voir l'écrivain comme quelqu'un d'hyper engagé, parce que c'est quand même un art qui se pratique assis. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu es assis à un bureau, il fait chaud, faut pas avoir froid au dos, c'est confortable, quoi. Donc... mais en revanche, ça peut inspirer des gens. Hein, c'est-à-dire que les gens lisent des romans, ils lisent des essais, ça les nourrit, ça leur permet de regarder le monde différemment, ça leur donne des représentations, tu vois, de ce qui se passe. Voilà, moi, dans mon bouquin, il y a une plateforme pétrolière. Bon, il y a un ingénieur qui est un peu le compagnieman, mais qui va ouvrir les yeux finalement sur ce qu'il est en train de faire, parce que là, pour une fois, c'est pas au large de l'Angola, c'est devant le fjord du village de son enfance, quoi. Donc ça va le réveiller un peu, et ça permet de représenter les choses, ça permet de montrer une plateforme, de montrer le sous-sol, de montrer le glacier en train de s'effondrer, et cette imagination, elle peut quand même inspirer des gens, quoi. Inspirer des gens qui vont avoir envie d'un monde un peu différent, peut-être. Le livre, il a été écrit par rapport à votre jeunesse. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Ouais, alors il y a toujours un peu quand même ce rapport-là, moi, dans l'écriture, au temps qui passe, quoi. Mais et donc à la mémoire, et donc à cette idée des mondes perdus aussi. À la fin du monde, c'est toujours, en fait, on est toujours l'enfance, en fait, c'est toujours un monde perdu pour nous. Hein. Oui. Donc il y a quand même toujours ce rapport-là. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je pense que c'est à la fois pour des raisons toutes bêtes et un peu biographiques. Moi, je suis rentré en écriture, comme on dit. Enfin, j'ai écrit mon premier roman, ça parlait de la mort de ma mère et de la reconstruction d'un jeune homme à travers cette expérience du deuil. Donc je pense que ça m'a marqué. Et puis dans le fond, je pense que ça a à voir avec l'écriture elle-même. C'est-à-dire, quand tu écris, la phrase, elle se déploie dans le temps, quoi. Le temps d'arriver jusqu'au point, là, ce qui s'est passé, c'est du temps. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que les mots, je sais pas, les choses qu'on a vécues ou les objets du monde qu'on voit et tout ça, quand on essaye de les coucher sur le papier, ils deviennent des mots. Et c'est comme s'ils disparaissaient. Il faut avoir vécu des trucs, mais on peut pas les écrire quand on les vit. Il faut les écrire après, quoi. Et donc, il y a toujours ce rapport au temps qui a passé, à la chose qui est plus là.
qui apparaît sur la page, qui va réapparaître dans le cerveau du lecteur ou de la lectrice quand il va lire. Ça va lui évoquer quelque chose, mais il va le nourrir avec ses propres émotions à lui, son expérience. Il va imaginer peut-être un autre château qui ressemblera pas à celui-là. Quand on lui dit château de Montbron, en fait, il imagine quelque chose, mais tu vois, c'est voilà. Et c'est cette magie-là qui est toujours un peu en jeu dans la littérature et qui a à voir effectivement avec les mots, avec la rêverie, avec l'enfance, avec la mémoire, avec voilà, tout ce qui est un peu évanescent, tout ce qui menace de se perdre à tout moment, quoi. Oui. Écrire un livre, c'est apporter du rêve, de la pensée aux gens. Ouais. Lecteurs. Donner des représentations aussi, tu vois. Je crois que c'est très important. Il se passe pas la même chose quand on lit et quand on regarde une image, par exemple. Tu vois, et on est dans une société aujourd'hui qui est beaucoup, évidemment, marquée par l'image qui est omniprésente. Mais on commence à s'apercevoir que dans le cerveau des gens, il ne se passe pas la même chose. Tu vois, tu regardes une image ou tu lis un mot, en fait, tu lis un poème. Par exemple, il y a une poète là sur le salon, Maud, voilà, tu lis un poème. Eh ben, il se passe dans ton cerveau, dans ton espace imaginaire, tu vas mettre des images derrière chaque mot, les faire se télescoper, se rencontrer, ça va créer des choses un peu étranges, un peu qui vont te toucher parce que ça va résonner avec des mots que tu as déjà... Je veux dire, tous les mots sont dans le dictionnaire, on les maîtrise tous, donc ça renvoie à des choses en fait en chacun de nous. Et c'est un art comme ça de l'évocation, quoi, tu vois, qui a besoin du lecteur, qui a besoin qu'il se passe quelque chose dans l'imaginaire des gens, plus que l'image, quoi. L'image qui impose un truc, c'est intéressant aussi, mais c'est autre chose. Et moi, j'y crois assez, quoi, au pouvoir un peu magique de la littérature, quoi. Comme ça renvoie à un truc intime, en fait, ça te bouge plus, quoi. En différence avec le cinéma ou... Ouais. Alors j'aime beaucoup le cinéma. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Mais il se passe des choses différentes. C'est plus facile d'avoir un livre avec soi. Un livre, tu te l'appropries. T'imagines la maison de Colette. En fait, c'est la maison de ton enfance. Tu vois, t'as un rapport très très personnel, quoi, avec ce que tu lis. Alors que moi, j'ai un rapport fort avec des films que j'ai vus que je trouve géniaux, mais il n'y a pas de doute, soit c'est Scorsese, soit c'est Brian De Palma, mais ça peut pas être les deux en même temps, tu vois. Et c'est eux que j'admire, en fait, quand je regarde le film. Je n'imagine pas que De Niro est en train de jouer une autre version de moi-même, quoi. Alors que quand je lis, c'est ça qui se passe, quoi. Je suis vraiment dedans, je me projette, je complète ce qui a été écrit avec mon imagination, quoi. Je participe au truc, plus, il me semble. Ouais. Vous lisez quoi en ce moment, votre livre de chevet? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Là, ce week-end, je lis un manuscrit qu'on m'a donné suite à un atelier d'écriture là, qui est vraiment chouette. Et puis une poète aussi que j'ai apportée avec moi là, qui s'appelle Elsa Grebinski, et le recueil s'appelle Yarmouk. Voilà, c'est vraiment une poésie très, très forte et visuelle, et où il se passe justement plein de choses dans l'imagination en le lisant. Ouais, c'est très très fort. Pour quelqu'un qui ne lit pas, vous recommanderiez quel genre de livre pour se mettre à la lecture? Pour un jeune, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Pour un jeune, alors peut-être, alors moi la littérature jeunesse je connais pas hyper bien, peut-être on va dire un ado, quoi. Oui, voilà. Qu'est-ce qui m'a emporté moi quand j'étais ado? Moi quand j'étais ado, il y avait un type qui s'appelait Philippe Dian, qui est toujours là, qui est toujours romancier, et qui écrivait des romans qui se situaient dans un imaginaire américain. Et grâce à lui, j'ai rencontré en fait à la fois la littérature contemporaine, parce qu'on parlait de lui, c'était adapté au cinéma, tout ça, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert, évidemment. Moi, j'avais 14-15 ans, mais grâce à lui, je suis allé vers cette littérature américaine. Et à l'époque, c'était Brotigan, Fante, des gens comme ça, et ça m'a
infiniment touché, quoi. C'était des histoires de gens de gens ordinaires, quoi. Tu vois, c'était pas des super-héros, c'était des écrivains un peu ratés qui essayaient de faire des trucs, qui avaient, par exemple, je pourrais dire que Un privé à Babylone de Richard Brotigan, c'est un roman qui continue à me faire hurler de rire. Je pense que c'est un antidépresseur, ce bouquin. Donc, tu vois, sur le modèle du roman noir, on a des auteurs de polar là à Montbron aujourd'hui. C'est sur le modèle du roman noir avec cette espèce de détective privé un peu foireux à la Bogart là, qui a inventé le roman noir américain. Mais là, le détective est vraiment foireux. C'est-à-dire dès le début, on se dit qu'il ne va pas y arriver à régler son mystère. Là. En revanche, toutes les nuits et tous les 2-3 chapitres, il rêve qu'il est une sorte de super-héros dans un royaume de rêve qui s'appellerait Babylone. Et donc, le bouquin s'appelle Un privé à Babylone. Et ça marche sur ce décalage invraisemblable entre les rêves du détective privé et ce qui se passe dans sa vraie vie, où en fait, il passe à côté d'à peu près tout. Et c'est vraiment, mais hyper drôle, quoi. Et je ne pense pas qu'on puisse résister à la lecture de ce bouquin sans rire, quoi. Vous repensez à des passages régulièrement et ça vous fait rire? Ouais, je repense à des passages. Il a sa première cliente là, qui vient, c'est une espèce de grande blonde fatale hollywoodienne, et il se donne rendez-vous dans un dîner, là, tu vois, image à la Hopper, là, tu vois, les deux dans un dîner, machin, le serveur derrière le comptoir, la grande baie vitrée sur le trottoir, là, et puis elle prend de la bière, mais elle prend de la bière par litre, quoi, et elle va pas pisser. Et il se dit, mais c'est pas possible, où est-ce qu'elle met toute cette bière? Et tout à coup, cette image de la grande blonde hollywoodienne qui est complètement cassée par cette réflexion incongrue sur le fait qu'elle va pas aux toilettes. Et, bon, ben voilà, c'est un exemple de truc tu lis ces pages-là, et en fait, c'est vraiment très drôle, quoi. Ouais. Quelle est votre actualité aujourd'hui? J'ai un... Alors, Climax, il a quelques années déjà. Ouais, Climax, il est en poche, là. Il était sorti en septembre 21. Et je vais avoir un roman apparaître là, à la rentrée prochaine. Donc, ça veut dire il va sortir fin août, autour du 20 août. Là. Pour la rentrée littéraire. Exactement, pour la rentrée littéraire. Et qui s'appelle, on peut donner le titre déjà, parce que les libraires et les journalistes ont commencé à en prendre connaissance. Là. Il s'appelle Le Grand Secours. Voilà. Le Grand Secours. Ça parle de quoi? Il a quelque chose à voir avec les événements qui sont en train de se passer. Comme voilà, la réalité rattrape toujours tristement la fiction. Les événements de Nanterre, là, cet été. On est cette fois-ci en France, on est en banlieue parisienne, dans un endroit un peu étrange que je connais bien, qui est un endroit qui est une espèce de zone urbaine un peu dévastée à la Détroit, là, avec une autoroute aérienne au-dessus d'un carrefour gigantesque, au bord d'un canal, avec une route nationale qui passe en dessous. Enfin, c'est un cauchemar urbain, en quelque sorte. Et on suit pendant toute une journée toute une galerie de personnages qui gravitent de près ou de loin autour d'un lycée qui est situé là, à côté de ce carrefour invraisemblable. Il y a un incident en début de journée qui va donner lieu à toute une histoire qui va gonfler petit à petit pendant la journée. Et on suit aussi bien les gamins que les profs, que des gens comme moi, des écrivains qui viennent animer un atelier d'écriture, les parents, enfin voilà, tous les gens qui gravitent autour de ce truc-là et qui donnent une mosaïque un peu représentatif des maux de notre société, quoi. Ouais. Ouais. Votre regard aujourd'hui sur la société? Peut-être qu'elle a à voir avec ce titre du Grand Secours. Peut-être que je me dis qu'on aurait bien besoin aujourd'hui d'un grand secours, quoi. On est un peu blessé, je trouve, un peu. Ouais, il y a beaucoup de choses à réparer, il me semble, dans la société. On aurait besoin je sais pas, de beaucoup de bienveillance, quoi, de faire confiance aux gens. Parce que les gens continuent de se lever le matin, les gens sont toujours aussi courageux qu'hier, quoi. Voilà, c'est des gens, ils ont envie que ça aille mieux, ils ont envie que leurs gamins fassent des boulots encore plus intéressants qu'eux-mêmes, et ils ont envie de leur promettre un avenir le plus doux possible, quoi. Donc il y a toujours ce fond de courage et de bienveillance dans l'être humain, et c'est triste de voir qu'à l'échelle de la société, on n'en prend pas toujours le chemin, quoi. La société devrait plus ressembler aux gens qui la composent.
Je pense que c'est le mot de la fin. On ne peut pas dire mieux. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous souhaite un bon salon du livre à Montbron, le premier. Ouais, la première édition. Et super. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, bonne sortie, et puis bonne rentrée littéraire. Et un bel été également. Merci beaucoup, bel été à vous. Merci Thomas.